Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce Nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour Romain, comment vas-tu? Bonjour Audrey, ça va très bien et toi? Écoute, super, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter en quelques mots? Je m'appelle Romain et puis je suis en charge du business chez Imakina. Le business chez Imakina, c'est une équipe qui intègre et qui s'intéresse à des enjeux de marketing, de business design et puis de gestion de la relation client. Voilà, donc au sein de cette équipe, on essaie de démarrer des discussions avec les marques qui ont des problématiques de business. On y réfléchit avec les différentes expertises de l'équipe. Et puis, quand on peut être utile à une marque, on apporte des solutions pour qu'ensuite ça devienne des projets et qu'on ait un impact direct sur le business de nos clients. Et justement, est-ce que tu pourrais nous présenter l'agence Emakina, la date de création, vos valeurs ou encore l'effectif? Alors, Imakina en France, c'est une agence qui a été créée en 97, donc il y a un petit moment maintenant. Si on le parait à une personne réelle, on dirait que c'est un pure player ou un digital natif, puisqu'en 97, a priori, on commençait à avoir pas mal d'instruments numériques entre les mains. Donc, l'agence a grandi, a évolué avec le digital, en voyant ça comme une normalité et pas comme une nouvelle technologie finalement. Donc, ça nous a permis d'accompagner des clients depuis maintenant 25 ans sur toutes les problématiques business par lesquelles on pouvait trouver des solutions par le numérique, le digital et la technologie. Aujourd'hui, chez Imakina, en France, on est environ 80 personnes avec des équipes qui sont pluridisciplinaires. J'en ai cité quelques-unes précédemment, mais on va retrouver des spécialistes de la sémiologie, de la psychologie, du design, de la gestion de projet, des consultants business, des ingénieurs, des développeurs et des experts du marketing digital. Donc, pour le dire différemment, on a toutes les expertises nécessaires à la maison pour accompagner des marques dans la conception, le développement, la mise en ligne et l'amélioration de produits ou de services qui embarquent du numérique et qui embarquent de la technologie pour avoir un impact direct sur le business. Imakina en France fait partie du groupe Imakina Group qui représente un peu plus de 1000 personnes réparties dans le monde entier avec beaucoup d'agences en Europe, mais également aux US et au Moyen-Orient. Et puis le groupe Imakina a été racheté il y a quelques semaines maintenant par une société qui s'appelle EPAM System, qui elle-même est cotée au Nasdaq, pour laquelle Imakina devient vraiment la marque digitale au sein d'EPAM System. Super intéressant, mais en tout cas pionnier sur le business en ligne depuis très longtemps. Absolument, absolument, en quelque sorte. Même si tu viens un peu de nous évoquer les domaines d'expertise, est-ce que tu peux nous préciser ce que vous faites? Chez Imakina, comme j'ai dit, on accompagne des marques à répondre à leurs problématiques de business par le digital. Donc, on va accompagner nos clients sur un champ d'action qui est assez vaste. Ça peut démarrer par du conseil business et de l'audit pour finalement faire une photographie de où est le client aujourd'hui dans son business avant finalement de prendre une décision, de fixer une stratégie et ensuite de rentrer dans une logique de mise en œuvre. Donc c'est de l'audit UX, c'est du conseil de stratégie de marque, positionnement de marque, ça peut être la définition de persona, de parcours utilisateur. Et puis ensuite, une fois qu'on a passé en revue ces sujets de business design, on intervient également sur des projets de développement, donc de développement de plateformes de digital commerce. Donc ça implique des notions de e-commerce, de click and collect, de e-réservation, d'orchestration de commandes avec des sujets liés aux OMS. Ça peut être de l'application mobile ou de la PWA. Et puis ça peut également être des sujets plus innovants qui tournent autour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, des NFT ou même des crypto-monnaies. Et pour faire tout ça, forcément, on s'appuie sur un certain nombre de partenaires technologiques qui sont pour Imakina vraiment des solutions qu'on va intégrer chez nos clients et qui nous permettent d'être plus efficaces et de motoriser du business. Donc, parmi ceux-là, il y a des gens comme Adobe qui a des solutions, pour les citer, comme Adobe Commerce, mais plus connues, je dirais anciennement, sous le nom de Magento. Voilà, donc ça fait partie des types de solutions qu'on intègre pour accompagner nos clients. Ok, donc vraiment vous êtes tout sur tout le scope digital. Exactement. J'ai pas cité ensuite des sujets de marketing digital, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a
pensé un site ou une plateforme et qu'on l'a développé et mise en ligne, on a des équipes chez nous qu'on appelle de growth services qui sont en charge de rentrer dans des logiques d'amélioration continue pour que finalement on se pose la question de comment on fait plus d'acquisitions sur une plateforme, comment on convertit mieux sur cette plateforme, comment on fait de l'analyse de performance sur la plateforme, comment on peut ensuite collecter de la donnée pour faire du CRM, pour faire du marketing automation, etc., etc. Bref, on conçoit, on met en ligne et on s'assure que ça s'améliore. On continue pour faire plus de business. Ok, hyper intéressant. Donc nous aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie plus développement des sites e-commerce. Donc là, tu viens de nous citer la plateforme Adobe Commerce, donc anciennement Magento. Pourquoi ce choix de développer des sites sur cette plateforme? Alors en fait, c'est pas tant qu'on a fait le choix de développer des sites sur Magento ou Adobe Commerce, quand que finalement on se contente de repartir du client final et de l'expérience qu'il veut vivre. Chez Imakina, on est assez convaincu que la technologie est une conséquence de l'expérience client. Donc si tu veux, et comme je te l'ai dit précédemment, on démarre toujours par se poser la question de qui sont les utilisateurs, quels sont leurs parcours, à quel moment ils vont se confronter à des irritants ou des choses dans cette expérience qui finalement ne vont pas les satisfaire, et comment on fait pour se donner un cap et concevoir une expérience qui finalement soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et beaucoup plus mémorable. Et finalement, en se posant ce type de questions-là depuis une vingtaine d'années, eh ben, on se rend compte que l'une des solutions qui permet de donner vie à ces expériences, eh bien, c'est Magento, et que c'est une solution qui va être assez adaptée justement pour proposer des expériences personnalisées et s'adapter aux enjeux des marques dans le temps. Donc, c'est vrai que Adobe Commerce et donc Magento, c'est une solution avec laquelle on travaille et un partenaire avec lequel on collabore depuis plusieurs années maintenant, parce que justement, on considère que c'est une solution qui a des forces et qui a une couverture fonctionnelle aujourd'hui qui permet à des marques de toute taille, donc plus petites mais également internationales, et ben, de pouvoir accélérer leur business durablement tout en proposant une expérience client qui soit simple et efficace. On y reviendra tout à l'heure avec deux petits exemples clients intéressants. Mais avant, j'aimerais savoir, selon toi, qu'est-ce qui peut faire la différence sur un site e-commerce? Alors, c'est vrai qu'en général, on aime bien parler de tendance ou de comment se distinguer, et cetera, en e-commerce, et j'allais dire presque malheureusement, on fait toujours un peu la même réponse, c'est qu'aujourd'hui, on en est encore à un stade, en France en tout cas, parce qu'on le voit dans les autres pays où on accompagne des clients à l'international, mais en France, on en est quand même encore vraiment à un stade où il s'agit de fix the basics, finalement, plutôt que d'essayer de rentrer dans des logiques d'ultra personnalisation ou de vraiment intégrer beaucoup d'innovation dans un projet. Donc j'ai envie de dire que déjà, si beaucoup des marques françaises étaient en mesure de proposer un site sur lequel il y a une vraie lisibilité du catalogue, un vrai travail sur le merchandising, de la personnalisation avec des recommandations de produits, un checkout qui soit hyper simple et en quelques clics seulement, avec des capacités d'omnicanalité, c'est-à-dire je veux faire du click and collect, je veux faire de la réservation, donc j'ai la capacité de voir en temps réel si le produit est disponible dans la boutique la plus proche de chez moi. Bref, tous ces sujets-là, déjà, il y a finalement pas tant de marques que ça qui le proposent à leurs clients. Donc avant même de se poser la question finalement de est-ce qu'il faut se lancer sur des NFT? Est-ce qu'il faut faire de la modélisation 3D sur son site pour proposer une expérience client plus mémorable, et cetera? Bon, bah, déjà, si on pouvait, entre guillemets, «juste proposer un site qui intègre toutes les bonnes pratiques du e-commerce et qui font qu'à la fin, le client, il peut acheter un produit de manière très simple, le recevoir rapidement et le renvoyer de manière aussi simple», déjà, je pense qu'on aura franchi un vrai palier. Donc pour moi, ce qui fait la différence, c'est de se concentrer sur une plateforme e-commerce qui intègre tout ce que peut attendre aujourd'hui un client en termes d'expérience, de simplicité, de fluidité et d'omnicanalité. Je ne peux être que d'accord avec ce que tu dis. Moi-même, en tant que consommatrice, c'est les choses sur lesquelles je me focus aussi. Et finalement, on est tous clients. C'est ça qui est rigolo avec le e-commerce, c'est que toi, moi et nos clients, mais tous les gens dans notre entourage, on est tous utilisateurs de plateformes e-commerce, alors à des mesures différentes, mais en tant qu'utilisateur, on a tous des exemples de je vais sur le site et on me propose de regarder la disponibilité du produit en magasin, et donc du coup, je vais en magasin et quand j'arrive en magasin, on me dit: «Ah ben non, désolé, on n'a pas le produit, vous savez,
le site, il est bien loin de ce qu'on vit nous en magasin. Et finalement, bah, tu as pris ta voiture ou tu as pris le métro, tu t'es déplacé jusque dans la boutique et finalement, on te tient un discours comme si finalement, il y avait une marque qui est celle qui gère le site e-commerce et une autre marque qui est celle qui gère les magasins. Et tant qu'on aura autant de cette distinction et cette dichotomie entre le online et le offline, bah, c'est que finalement, on a encore quelques basiques sur lesquels il faut travailler avant de se projeter sur qu'est-ce qui va faire la différence en e-commerce. Et justement, vous, comment vous accompagnez vos clients pour cultiver leur facteur de différenciation? Ben, en fait, on a une méthodologie qui est assez simple, qui est celle du co-design. Donc, c'est-à-dire qu'avant tout projet de développement, comme je te l'ai dit précédemment, on se pose toujours la question de qui sont les utilisateurs finaux de ce site ou de ce service. Une fois qu'on s'est posé cette question-là, on essaie de définir des personas, donc plutôt des profils types, et puis de balayer leur parcours. Alors pour faire ça, on le fait pas nous tout seuls chez Imakina parce que bah, on accompagne quand même plusieurs dizaines de marques à l'international, donc on peut pas être expert de tous les secteurs. Donc pour ça, on a vraiment besoin d'avoir les équipes clients qui collaborent avec nous au travers d'ateliers qu'on appelle donc des design sprints. Et dans ces ateliers, on met côté Imakina un certain nombre d'experts, donc des designers, des planners stratégiques, des design stratégistes, certains développeurs, et on crée une certaine émulation positive avec nos clients où on essaie de rebalayer le parcours de ces personas. Et en refaisant les parcours, on se rend bien compte qu'il y a tout un tas de moments dans ce parcours où le client va rencontrer des difficultés ou alors la marque ne va pas lui montrer de manière simple comment trouver la réponse à sa question. Et puis, c'est aussi des moments où le client va nous dire, ah ben voilà, nous, notre spécificité en tant que marque et ce qui nous a fait connaître depuis notre création, c'est notamment le fait de faire des marinières personnalisées, par exemple, si je prends l'exemple d'Armor Luxe, ça peut être de créer une vraie expérience de gamification sur notre plateforme, si je prends le cas d'un autre client qui est Full Life. Et donc, en repartant de l'ADN et de la singularité de la marque, pendant ces itérations de design, on va réfléchir avec nos clients à comment remettre ces éléments de différenciation et ces éléments très singuliers au cœur du concept et au cœur du parcours utilisateur. Et c'est finalement en mixant les attentes des clients, les attentes des personas dans leur parcours avec ce qui fait la singularité et la spécificité de la marque qu'on va arriver à concevoir des expériences clients qui soient fluides, qui aient du sens, qui soient simples pour avoir de l'impact sur le business, mais en même temps qui soient très singulières et qui permettent à la marque de continuer de se démarquer et de faire qu'à la fin, bah, le site de ce client, il ressemble pas exactement au site d'un autre client. Très clair. Et quel genre de technologie vous proposez du coup à ces commerçants et en fonction des spécificités de la marque, justement, comme tu viens de nous le dire? Alors, étant donné qu'on intervient, qu'on est au cœur du réacteur, chez nos clients, si je puis Mhm. dire, puisqu'aujourd'hui pour beaucoup de nos clients, le commerce digital, c'est une nouvelle ligne de revenus en plus de ceux que peuvent être les magasins, par exemple. Donc ça veut dire que la plateforme de commerce digital a besoin d'être intégrée au cœur de l'environnement SI de l'entreprise. Donc on va être connecté aux entrepôts, à un ERP, à une solution de paiement, à un CRM, à des outils de business intelligence, etc., etc. Étant donné qu'on intègre des projets comme ça au cœur de l'environnement d'un client, on manipule au quotidien beaucoup de technologies et des technologies très différentes. Nous, chez Imakina, comme je te l'ai dit précédemment, on essaie de toujours repartir de l'utilisateur final et jamais de repartir de l'outil. Voilà, on se pose la question de est-ce que pour enfoncer ce clou, j'ai besoin d'un marteau ou d'un tournevis, mais j'achète pas un marteau en me disant bah, ensuite je vais acheter des clous ou alors je vais avoir besoin de visser quelque chose. Donc on part de l'utilisateur pour avoir une réflexion fonctionnelle puis technologique. Donc aujourd'hui, les technologies qu'on propose à nos clients, c'est des solutions qui tournent autour du PIM, c'est-à-dire du Product Information Management. Et pour ça, on travaille avec des gens comme Akeneo par exemple. On travaille aussi avec des solutions d'OMS pour Order Management System. Je te prenais l'exemple tout à l'heure de tu arrives en magasin parce que tu as vu que sur le site le produit était disponible et en fait bah, quand tu arrives en magasin tu te rends compte qu'il ne l'est pas. Bon ben ça typiquement c'est le genre de problématiques qui peuvent être résolues par une solution d'order management system. On travaille aussi avec des providers de solutions, ce qu'on appelle des PSP dans le jargon, qui sont vraiment des solutions de paiement qu'on va connecter à un site, plus évidemment les solutions de e-commerce dont Adobe Commerce fait partie. Donc on manipule plein de technologies différentes qui répondent à des besoins du parcours client à des moments très différents. Et c'est en fonction de l'utilisateur qu'on va se dire, bah tiens, là il peut y avoir besoin d'un PIM, là il peut y avoir besoin d'un OMS, là il y a besoin d'un PSP un petit peu différent, et là on a besoin plutôt de telle solution e-commerce. Donc les solutions elles sont très vastes, et la bonne solution, c'est celle qui répond aux besoins du client et celle qui va avoir un impact pour le business de la marque.
Ce que tu viens de nous dire, je vois bien que chez Makina, vous êtes, vachement agile dans votre approche et que vous accompagnez les clients, en fonction, de leurs, spécificités et justement, est-ce que tu aurais des exemples, concrets, à nous partager d'entreprises avec des business models, originaux que vous avez, accompagnés? Bah, écoute, le premier client, dont je pourrais te parler, c'est une marque qui s'appelle Full Life. Alors Full Life, c'est une DNVB, pour, Digital Native Vertical Brand, qui sont des marques qui ont le contenu au cœur, de leur business model, qui désintermédient la relation et qui se passent d'un certain nombre d'intermédiaires dans la relation avec le client. Et Full Life, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils se définissent comme The Gamesware Company. À la base de Full Life, il y a un entrepreneur qui s'appelle Alexandre Malch, qui est quelqu'un, d'assez proche de la famille Makina. Et Alexandre, c'est quelqu'un, qui aime les jeux vidéo, qui est un gamer. Et un jour, il est parti, d'un postulat qui était que finalement, il n'y avait pas, de ligne de vêtements ou d'accessoires qui étaient, vraiment offertes à ces profils-là et à cette communauté-là. Donc Alexandre a imaginé un concept finalement où la marque serait organisée de la même manière que un jeu vidéo. Donc alors je vais peut-être être très mauvais pour l'expliquer parce que je ne suis moi-même pas, un grand joueur de jeux vidéo, mais ceux qui le sont un petit peu plus que moi, s'y retrouveront sans doute et je les invite à aller regarder le site de Full Life. En fait, quand vous allez sur le site, je vais un peu balayer le concept, mais quand vous allez sur le site de Full Life, vous allez voir qu'il y a des produits, que vous pouvez acheter et il y a des produits que vous ne pouvez pas acheter. Il y a des produits que vous allez pouvoir débloquer que si vous avez un statut ou que vous avez un niveau dans la communauté qui est suffisamment élevé. Il parle de produits rares, de produits légendaires et même de produits dits artefacts. Donc ça reprend exactement les codes du gaming. Il y a même une monnaie qui a été imaginée sur la plateforme qui s'appelle les FL Coins, qui permettent d'acheter un certain nombre de produits. Et puis chez Full Life, vous achetez des produits physiques, c'est-à-dire un t-shirt, un hoodie, un sweat à capuche. Et vous pouvez aussi acheter des produits numériques pour habiller votre avatar dans les jeux vidéo. Donc on est vraiment dans un concept, dans une marque qui part du besoin utilisateur et d'une communauté qui est celle du jeu vidéo et qui, en fonction des codes du jeu vidéo, a imaginé ce que pouvait être une expérience de e-commerce et une expérience de marque digitale. Donc ça, c'est vraiment un cas hyper intéressant et forcément, pour arriver à coller à ce concept de marque, il a fallu passer par des étapes de design sprint, mais aussi se questionner sur quel type de solutions technologiques pouvaient motoriser un tel concept, parce qu'on parle quand même pas d'un site e-commerce classique où on a des pages produits, un bouton pour ajouter au panier et puis un checkout classique. On parle de quelque chose qui met du concept un peu partout. J'ai passé la logique de Easter eggs, qui sont ces petits vices un petit peu cachés dans un site qu'on retrouve très souvent dans les jeux vidéo et dont les gamers sont assez accros et addicts. Donc on retrouve vraiment tous ces codes-là. Et parce qu'on est reparti des codes, on s'est questionné sur la technologie. Et au moment du choix de la technologie, la solution Adobe Commerce nous paraissait tout à fait appropriée parce que offrant beaucoup de flexibilité en termes d'expérience client, offrant aussi beaucoup de stabilité et de pérennité d'un point de vue back-office et sécurisation du business. Et puis, ça reste une solution qui aujourd'hui est totalement ouverte pour aller s'attaquer à l'international et qui permet de s'inscrire sur le long terme. Et donc, c'est aussi une solution qui est hyper adaptée pour une DNVB et pour des DNVB comme les Full Life. Je vous mettrai dans l'article le lien vers Full Life. Même si vous n'êtes pas gamer, c'est hyper intéressant juste de naviguer sur le site et de voir un peu comment c'est fait. Effectivement, il y a des articles qui sont bloqués et tout. C'est plutôt très cool. Moi-même, je suis pas gameuse. J'aime bien ce site. Et l'autre fois, j'ai vu un YouTuber porter un t-shirt Full Life. Bah oui, forcément, parce que c'est une marque qui connaît les codes de sa communauté et qui est très impliquée dans tout ce qui est influence marketing. Donc forcément, c'est une marque qui travaille avec beaucoup d'influenceurs dans une logique vraiment de partenariat, hein. C'est-à-dire que c'est des gamers qui testent les produits, qui les reçoivent et qui à la fin, enfin, sont complètement clients de la marque. Tout à fait. Full Life notamment, c'est hyper innovant comme style de site justement. Quels sont un peu les besoins d'une plateforme flexible pour ne pas bloquer justement l'innovation? En fait, je dirais que une plateforme, flexible, en tout cas, qui peut permettre à une marque de s'inscrire dans la durée, c'est tout simplement une plateforme ou une technologie qui va être capable de suivre le rythme du client. On en a parlé un petit peu rapidement, là, avec le cas de Full Life, mais aujourd'hui, pour une technologie, c'est hyper important d'être capable de s'adapter aux besoins des utilisateurs. Donc aujourd'hui, les utilisateurs sont des gens, enfin, je dis les utilisateurs, mais on en fait partie. On consomme beaucoup de contenu de sites ou d'autres avec un téléphone, avec un smartphone. Donc, une plateforme
Flexible, c'est typiquement une solution qui va être capable d'avoir une approche mobile first, ou en tout cas parfaitement adaptée pour le mobile, tant pour la consommation du contenu que pour passer à l'achat par exemple. Donc aujourd'hui, les clients ont des attentes qui évoluent beaucoup. Je parlais tout à l'heure un petit peu de l'omnicanalité. On peut parler du mobile, ce qui implique aussi en termes de performance en mobile des pages qui se chargent rapidement, donc des images qui peuvent être redimensionnées pour être moins lourdes, etc., etc. Donc tous ces sujets sont des attentes des utilisateurs. Donc finalement, aujourd'hui, ce qu'on va considérer comme une plateforme flexible qui ne bloquerait pas l'innovation, c'est une plateforme qui propose nativement toutes ces solutions-là, toutes ces fonctionnalités-là, et qui vont permettre à la marque finalement de ne pas avoir à créer du développement spécifique, ce qui pourrait être assimilé à de la dette technologique, mais qui va avoir finalement une couverture fonctionnelle tellement large que les clients peuvent assez facilement sur une solution comme Adobe Commerce se dire bon là on va faire de la PWA pour être hyper adapté à du mobile. Là on va mettre un petit peu d'intelligence artificielle parce qu'on sait que nos produits parfois ils peuvent être un petit peu difficiles à orthographier. Donc on a un moteur de recherche qui permet d'ajouter la couche d'intelligence si le client se trompe, etc. Donc quand on a une couverture fonctionnelle assez large, on est par définition une plateforme et une solution flexible parce qu'une plateforme qui s'adapte au client et donc une plateforme pensée pour l'innovation et surtout pour le business d'aujourd'hui et de demain. Quand vous avez accompagné Full Life, c'était quoi les étapes clés? Comme je l'ai dit précédemment, un projet comme Full Life avec un concept aussi fort, ça démarre nécessairement par une phase de business design, c'est-à-dire comprendre quel est le business model de l'entreprise, savoir où ils veulent aller demain, en empruntant quel chemin. Ensuite passer par la définition de persona, sachant que comme chez Imakina, on a quelques hardcore gamers, c'est vrai qu'on avait à la maison des gens qui avaient pas mal d'insight et qui connaissaient bien ces communautés-là. Donc c'est définir les personas, leur parcours, imaginer comment les easter eggs, les Felcoins, les produits rares, légendaires, artefacts, etc. Comment tous ces produits et tous ces codes-là, on les retrouvait dans le site, ce qui nous a permis de construire les parcours. Donc, à la fin, de construire des maquettes adaptées à chacun des parcours avant de se lancer dans la phase de développement. Phase de développement qui généralement dure plusieurs semaines et plusieurs mois, dans une logique d'agilité totale, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines, avec une équipe dite Scrum, on va travailler sur des fonctionnalités qu'on présente à la fin des 2 semaines, de manière à ce qu'on puisse les retravailler s'il y a quelques bugs ou qu'elles ne correspondent pas parfaitement à ce qu'on souhaitait faire, ou alors tout simplement passer aux étapes suivantes. Donc, dans ces logiques très itératives où on développe en collaboration avec le client toutes les 2 semaines, ça permet d'aller jusqu'à une mise en ligne d'un projet avec un site qui est sur un périmètre défini, qui fonctionne, qui ne présente plus de bugs et qui ensuite va permettre à la marque de commencer à générer du business avant de rentrer dans une logique d'amélioration continue où là, on va plutôt se poser la question de est-ce qu'en termes de référencement, on remonte bien sur les bons mots-clés? Est-ce que les opérations d'influence marketing nous permettent de générer le trafic qu'on attendait? Est-ce que les clients comprennent bien où il faut cliquer quand ils sont sur le site, c'est-à-dire vraiment de l'analyse de web perf? Et puis, est-ce qu'on va rentrer dans des logiques de CRM, de marketing automation, etc. Donc finalement, l'accompagnement, il est en 3 temps: du business design pour cadrer le projet, comprendre les utilisateurs et définir l'expérience, le développement technologique qui inclut du test jusqu'à la mise en ligne et ensuite une logique d'amélioration continue pour améliorer le business mois après mois. Et justement, par rapport à l'amélioration continue, comment ça se passe? C'est quoi la suite de la collaboration avec les marques? Comment vous les accompagnez après le déploiement du site? Pour ça, je prendrais le deuxième exemple dont j'ai pas parlé encore, qui est celui de Nike. Nike, c'est vrai qu'on les a accompagnés. Alors ça fait des années qu'on travaille avec Nike et l'an dernier ou il y a 2 ans, on avait la chance de travailler sur un projet assez innovant chez eux qui est vraiment une première mondiale au sein de l'écosystème Nike, qui est la conception, le développement et la mise en ligne d'un site à destination club de sport amateur. Donc c'est un site qui a été pensé avec la Fédération française de foot, puisqu'en l'occurrence on parle bien de football. Et l'idée c'est que on propose un site à tous les présidents ou les équipes dirigeantes de clubs de foot amateurs, de telle manière que les clubs puissent se doter de tout le matériel, tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement d'un club. Donc que ce soit des ballons, que ce soit les maillots et les shorts et les chaussettes des membres du club. Et donc c'est vrai que c'était une première pour Nike, qui initialement vient plutôt du B2C ou du B2B2C avec ses distributeurs. Donc c'est ce qui permet à Nike maintenant de se rapprocher des clubs de sport amateurs, tout ça en collaboration avec la Fédération française de foot. Et dans le cas de Nike, c'est vrai qu'en plus c'est un site qui a été lancé pendant la période Covid où le contexte pour les clubs de sport était assez particulier puisque en fait il y avait plus de sport amateur, voire même moins professionnel. Donc l'amélioration continue dans le cadre d'un projet comme celui de Nike, c'est se poser la question de est-ce que le parcours d'onboarding sur le site, est-ce que la manière dont le président ou les dirigeants d'un club de sport vont
s'enregistrer, se loguer sur le site de Nike, va être le plus fluide possible pour ensuite leur permettre d'aller découvrir l'offre produit, de personnaliser les maillots avec le logo du club et avec les sponsors du club. Donc si tu veux, une fois qu'un site est lancé et mis en ligne, entre guillemets, l'histoire ne fait que commencer. Pour l'agence et pour la marque, c'est en général l'aboutissement de plusieurs mois de collaboration. Donc c'est un petit peu comme si on arrivait au moment où c'est l'accouchement du site qu'on a tant voulu pendant plusieurs mois, etc. Mais pour le client final, pour l'utilisateur final, en fait, c'est le début. C'est le moment où il découvre le site, c'est le moment où il va commencer à aller dessus, il va s'enregistrer, il va acheter, il va découvrir le catalogue produit, etc., etc. Donc, on parle d'amélioration continue parce que l'histoire commence à ce moment-là. Et finalement, même si chez Imakina, on a 25 ans d'expertise et d'expérience en design et en connaissance des parcours utilisateurs, même si Nike, ils ont plusieurs décennies de connaissances des clients du monde du foot amateur, etc., bah, il n'en demeure pas moins qu'à la fin, celui qui a raison, c'est l'utilisateur. Donc, même si nous, Imakina et Nike, on pensait que l'utilisateur, il allait faire comme ça pour aller sur le site, si on se rend compte avec un peu d'analyse webperf que l'utilisateur ne fait pas comme ça, bah, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse autrement. Ça veut dire qu'il faut qu'on améliore le parcours et qu'on le repense ou qu'on l'ajuste. Donc quand on rentre dans des logiques d'amélioration continue, c'est vraiment de ça dont on parle, c'est observer les taux de pénétration du site au sein des clubs amateurs, identifier l'onboarding des gens et la capacité à s'identifier ou à créer des comptes, et puis se poser les mêmes questions, repasser par des itérations de design sprint pour itérer en continu et rentrer dans des logiques où ça performait pas assez, ça va performer un peu plus, ça performe un peu moins, on se pose la question de pourquoi, on fait différemment, on fait de l'A/B testing, etc., etc. Donc vraiment un accompagnement jusqu'au bout. Absolument, bah, jusqu'à ce que ça génère du business et on se pose la question pour que ça en génère encore plus. Et ben du coup, je vous invite aux auditeurs qui nous écoutent d'aller sur les sites cités, alors Full Life et Nike. Alors Nike, c'est footamateur.fff.fr. Ok, et ben top, je le mettrai dans la description de toute façon. Alors, on va passer à la dernière partie après ces petits cas clients qui étaient super intéressants. Mais c'est un peu sur les tendances du e-commerce. Quelles sont pour toi les tendances qu'on peut suivre en 2022? La première grosse tendance, et là-dessus, gros teasing, et je pense que ça va faire beaucoup de bruit en 2022, c'est fix the basics. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est pas du tout une tendance, hein, une fois de plus. Désolé d'être un peu déceptif, mais c'est bah, que oui, il s'agit encore de se poser la question de est-ce que mon site propose l'expérience aux clients qu'ils attendent. Voilà. Il y a plein de conférences tous les ans dans le monde du commerce, du marketing, etc. On parle de plein de choses. Il y a une époque, on parlait beaucoup de big data, à un moment où personne ne collectait la moindre data, ou en tout cas le faisait sans aucun respect de la protection de la donnée. Aujourd'hui, on parle de plein d'autres tendances qui sont la personnalisation des plateformes, les NFT, la réalité augmentée sur de la modélisation 3D, etc. Enfin, on parle de plein de choses. Une fois de plus, si vous êtes déjà à un stade hyper avancé, que vous maîtrisez tous les basiques, eh bien, vous avez raison de vous intéresser à ces sujets-là. Si vous avez encore des difficultés à rendre visibles vos stocks produits entre ceux qui sont les produits qui sont dans les entrepôts, qui sont dans les magasins, à offrir des parcours hybrides à vos clients qui permettent du click and collect, qui permettent de la e-réservation. Si vous avez encore du mal à proposer à vos clients des retours produits partiels, complet sur le site, en magasin, eh bien, vous en êtes sans doute encore à un stade, et c'est pas un jugement de valeur et c'est pas un gros mot parce que je pense qu'on parle de 95% des boîtes françaises. Eh bien, votre grosse tendance pour 2022, c'est de vous mettre au niveau de ce qu'attendent des utilisateurs. Voilà. Donc, après, si on essaie de se donner un peu de perspective et de mettre des mots qui peuvent ressembler à des tendances, je dirais qu'il y en a principalement deux. La première, c'est celle de l'omnicanalité. Ça répond un petit peu à tout ce que je viens de dire précédemment, mais est-ce que quand on va sur votre site, on a accès au stock en magasin? Est-ce que quand je vais en magasin, j'ai un vendeur qui a une tablette vendeur sur laquelle, par exemple, il peut passer commande directement en magasin parce que il a plus le produit dans ses stocks à lui, mais il se rend compte qu'il y a un produit comme celui que j'aimerais qui est dans l'entrepôt e-commerce, et en fait, il peut me le faire livrer en J+1 directement chez moi ou directement dans le magasin. Voilà, ça, c'est de l'omnicanalité. De la même manière, les logiques d'OMS, je commande sur un site 5 produits, je les reçois et je me rends compte que sur les 5, il y en a un qui me va pas. Ben, est-ce que le seul qui me va pas, je peux le renvoyer directement sur le site, ou est-ce que je peux même aller faire un retour produit directement dans un magasin qui est en bas de chez moi ou dans mon quartier? Bon, ben, tout ça, c'est des choses qui paraissent simples, mais qui, quand on va dans le behind the scene, donc dans les coulisses de l'entreprise, et qu'on découvre l'organisation, les systèmes IT, etc.,
c'est encore très difficile pour beaucoup de boîtes. Et c'est encore très difficile parce qu'il y a un héritage technologique qui fait que année après année, on a créé des espèces de couches qui sont un peu de la dette technologique, où c'est un peu comme un plat de spaghettis. On sait que ça fonctionne, mais quand on bouge un spaghetti d'un côté, on voit que ça bouge de l'autre côté du plat, mais en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi. Voilà. Ben, en fait, souvent, l'environnement IT d'une entreprise, c'est un peu comme ça. Il s'agit d'un petit peu détricoter et de se dire comment on essaie de rationaliser pas mal de choses, comment on essaie de mettre un peu de logique, comment on essaie de moins fonctionner en silo et de mieux faire connecter, de mieux faire communiquer les systèmes entre eux. Et si on arrive à faire ça, ben normalement, on arrivera à proposer une expérience client qui sera beaucoup plus fluide, avec un niveau de service qui sera bien meilleur, et donc à la fin, un business et un impact sur le business qui se voit considérablement. Donc la première tendance, c'est celle de l'omnicanalité, je dirais, et la deuxième, c'est quelque chose que beaucoup connaissent déjà, mais c'est tout ce qui va tourner autour du social shopping. Donc là, éventuellement, d'intégrer beaucoup plus la place du contenu dans les plateformes, d'utiliser aussi beaucoup plus les réseaux sociaux comme des moyens de capter de l'audience et de capter du trafic pour que l'achat se passe soit sur le site finalement, soit directement au sein des réseaux. Donc le social shopping, c'est vraiment quelque chose qui émerge parce qu'on voit bien que les gens font, alors pas forcément de moins en moins confiance aux marques, mais on fait en tout cas de plus en plus confiance à nos pairs, à des influenceurs, à des gens qui ont une parole, qui ont une audience, qui ont une communauté et surtout qui ont un vrai trust avec leur communauté. Et donc, il s'agit pour les marques déjà de mieux comprendre comment fonctionnent ces audiences-là, comment fonctionnent ces communautés-là, pour être capable de monter des partenariats sur le long terme avec ce type de créateurs de contenu. Et si c'est bien fait, à terme, pouvoir rentrer dans des logiques de social shopping qui sont parfaitement interfacées et interconnectées avec un site. Et ça, on se rend compte que si on arrive à mêler de l'omnicanalité et du social shopping, eh bien, en plus d'avoir les basiques qui sont bel et bien là, en réalité, on commence déjà à proposer une expérience client qui est hyper puissante. Et nous, on le voit bien chez Imakina, parce qu'on a un département qui s'appelle Imakina Influx, au sein duquel on aide les marques à mieux comprendre les créateurs de contenu et à mieux comprendre comment travailler avec les créateurs de contenu. Et on se rend compte que quand c'est bien fait, parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs sur le marché qui le font un petit peu sans foi ni loi, mais quand c'est bien fait, que c'est des relations dans le temps, dans la durée, qui sont bien installées avec une vraie compréhension de la marque, de son business et le bon casting de créateurs en face, on se rend compte que ça a un impact considérable sur le business de la marque. Donc voilà pour mes 2-3 tendances. Super intéressant, et une nouvelle fois, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, après, ça fait écho aussi à des expériences que je peux avoir dans ma vie personnelle quand je commande, et c'est vrai qu'il y a des choses que je comprends pas, mais même des marques, enfin des enseignes qui sont super connues et tout, dont le site pour moi n'est pas au top. Il y en a, des fois, j'arrive même pas à passer commande. Bon, ça doit sans doute pas être nos clients alors. Il y en a vraiment, genre c'était à Noël, j'ai fait ma petite liste, et mon père me disait mais je peux pas passer commande sur le site. Je lui C'est ai dit, terrible. Hein. On est en 2022 hein, quand même. On est en 2022. Hein. j'ai essayé moi-même, je me suis dit bon, ça se trouve il comprend pas tout, mais j'ai essayé, effectivement impossible. C'est une ancienne très très connue, et j'ai aussi les retours par exemple qui sont impossibles en magasin, alors que comme Mais tu ça, on le le dis, connaît j'en ai tous, un ça. à deux pas de Ça, chez c'est moi, terrible. où le retour où il y a pas, alors déjà quand il y a pas l'étiquette de retour, c'est pas, je trouve ça m'énerve, mais alors là le pire c'est que j'ai dû payer moi le retour. Ouais, Alors mais ça, là c'est terrible que quand tu vas en magasin et que tu as quelqu'un qui te dit: «Ah non, mais nous, on fait pas les retours du site, et cetera». Tu te dis: «Mais c'est bizarre, j'ai commandé chez la marque X, là, je viens dans une boutique de la marque X et quand on me parle, j'ai l'impression que je parle à 2 entreprises différentes, qu'il y a personne chez vous qui est en charge de, s'assurer que l'expérience de moi, à la fin, le client qui dépense et qui génère votre business, il y a personne qui se préoccupe de est-ce que ça va être pratique pour moi». Donc c'est vrai que quand tu t'en arrives à devoir payer toi le retour ou alors tu as perdu le ticket parce que alors tu en as aujourd'hui heureusement qui t'envoient le ticket directement par mail, mais enfin en fait, enfin tu vois, waouh, 2022 quelle innovation! On reçoit nos tickets par mail, tu vois? Ça pourrait exister depuis 15 ans. Bah non, tu en as encore qui te donnent le ticket par, papier, et si jamais tu l'as perdu, bah, tant pis pour toi, le produit ne va pas, et bah, tant pis, tu avais qu'à garder le ticket. Enfin, on en est quand même là, c'est-à-dire que la relation commerciale avec un client tient à un bout de papier. clairement. Et pour le social shopping, c'est vrai que ça aussi, par exemple, le casting des bons influenceurs, je sais qu'il y avait des marques qui étaient un peu en berne ces dernières années, qui ont réussi à faire des partenariats avec des influenceurs qui correspondaient à leur cible, au renouveau qu'ils voulaient donner à la marque, et qui depuis ont super bien marché. Et aussi pour le social shopping, Apple Pay. Quand j'ai Apple Pay qui m'est proposé quand je Ouais, suis c'est sur plus mon pratique, hein. mobile, ça change tout. Si j'ai pas, je suis là, oh non, faut que je Bah, sorte ma carte bien ici et sûr. ça. Alors que quand je l'ai, j'achète direct. Voilà.
Et est-ce que sinon, tu as des actualités à nous partager, que ce soit concernant Emakina, des nouveautés ou des projets pour 2022? Actualité, on en a toujours parce qu'on a la chance de pouvoir démarrer régulièrement de nouvelles collaborations avec des marques qui nous font confiance, parce que l'effort de bien les comprendre et qu'on a des solutions qui sont pertinentes pour eux. Donc des actualités, on en a toujours plein. Je dirais qu'en mots pour se quitter, Imakina, comme d'autres sociétés, mais notre métier, c'est ce qu'on appelle un people business. Donc on va dire que si on arrive à être très pertinent pour nos clients et qu'on arrive à assurer un haut niveau de service et une certaine forme d'excellence opérationnelle, c'est parce qu'on a des équipes qui savent faire l'extra mile, qui savent qu'on accompagne dans la formation, dans leur montée en compétences, etc. Aussi parce que chez Imakina, on fait en sorte de proposer ou en tout cas de créer toutes les conditions de travail pour que la collaboration avec les clients soit la plus confortable possible. Donc chez Imakina, le travail à distance, c'est la norme. Donc ça veut aussi dire qu'on recrute des gens en full remote, quel que soit leur lieu de vie. C'est-à-dire que chez Imakina, notre paradigme, c'est pas. On préfère recruter un talent plutôt qu'un lieu de vie. Moi, quelqu'un qui est hyper talentueux, qui a des expertises dont on aurait besoin ou complémentaires aux nôtres, qu'il habite à Châteauroux, à l'île de Ré, à Lille ou en Ardèche, ça nous importe peu. Voilà. Après, il faut être un peu mobile de temps en temps parce que comme c'est un people business, on a encore besoin de voir nos clients, de se taper dans la main, de passer des moments sociaux avec eux pour échanger sur leur business. Donc, pour se quitter, ce serait plutôt un message sur le fait que chez Imakina, on recrute toujours. Voilà, c'est pas lié à notre actualité business. On a toujours été une agence qui recrute beaucoup sur le marché, qui accorde beaucoup de place aussi aux jeunes et à la formation. On est partenaire de l'initiative Un jeune, une solution poussée par le gouvernement avec laquelle on a collaboré. Donc on est aussi partenaire d'un certain nombre d'écoles dans le design ou dans l'ingénierie. Donc si vous êtes jeune, si vous êtes moins jeune, si vous voulez vous former dans de nouveaux métiers ou si tout simplement vous êtes des experts du design, du développement, du marketing digital, chez Imakina, on accompagne des marques petites, moyennes et grandes qui ont de l'ambition, qui veulent changer les choses avec le digital et on a toujours besoin de nouveaux talents qui peuvent venir compléter ceux de nos équipes ou qui vont être de nouveaux talents qu'on n'a pas encore. Voilà, donc si vous voulez bosser chez Imakina, écrivez-nous sur hello@imakina.fr et on discutera de comment on peut vous aider à vous épanouir et à bosser sur des projets chouettes. Trop bien, merci. Je pense que le message est passé. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à tout ce qu'on a Non, abordé? c'est bon. Tous les messages C'est sont bon passés, ouais. Merci. Super. Et écoute, merci beaucoup pour cet échange qui était super intéressant et dont moi je retiendrai quelque chose. C'est surtout fix the basics. C'est un peu ça. Voilà. Un peu ça. Avant Merci d'entrer, à toi. fixe the basics et ensuite améliore-toi en continu. Voilà. C'est ça. Merci Audrey. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce nation.